Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter la Q5 55 TFSI E Quattro finition S-Line. Donc nous sommes sur un véhicule hybride rechargeable avec un moteur essence 2 litres TFSI de 4 cylindres, 250 chevaux, 370 Nm de couple. Pour le moteur électrique, on a 140 chevaux, 350 Nm de couple, avec une batterie de capacité de 14 kWh, mais il n'y a que 13 kWh qui sont utilisables. L'autonomie estimée en cycle WLTP est de 40 km, ce qui est, on va dire, légèrement raisonnable, hein. On aurait pu avoir, ça aurait été bien d'avoir un peu plus. Le système de charge a une puissance maximale de 7,4 kW avec une prise de type 2 pour une recharge en 2 heures sur une prise industrielle et de 6 heures si vous le branchez sur une prise à la maison. La vitesse maximale en mode 100% électrique est de 130 km/h. En termes de puissance combinée, vous aurez 362 chevaux, 500 Nm de couple pour un 0 à 100 de 5,3 secondes, ce qui est quand même plutôt pas mal, en sachant que le poids de ce véhicule se rapproche des 2 tonnes 100, soit 270 kg de plus qu'une version Q5 normale. Donc on a bien sûr une boîte S-Tronic 7 vitesses et on a un réservoir essence qui est de 54 litres au lieu de 70 litres sur une version Quattro essence. Pour quelques chiffres également, forcément en termes de coffre, on a une taille qui va être réduite. On perd 95 litres par rapport à une version Q5 normale. Donc on a 450 litres de volume de coffre sur ce véhicule. Maintenant pour le système. Alors pour la charge, comme je l'ai dit, vous allez avoir une prise de type 2 qui se cache à l'arrière gauche du véhicule. Hop, on le fait comme ça, le cache, il est là, et vous avez cette petite prise de type 2. Vous pouvez ici soit enclencher le chargement par minuterie, ou un chargement direct, comme quoi voilà, je veux charger la voiture maintenant et ne pas attendre la minuterie. Voilà comment ça marche ici. Donc nous avons également à l'arrière un coffre qui est électrique. Donc voici comment le coffre se présente. Donc on a quand même pas mal de place dans ce véhicule, malgré le fait qu'on a les batteries qui sont en dessous par ici. Et vous avez ici, alors j'ai laissé comme ça pour vous montrer, vous avez le système de recharge. Donc vous avez le chargeur pour la maison qui est vraiment extrêmement léger par rapport par exemple à l'Audi A3 e-tron de l'époque. On est vraiment sur quelque chose qui fait à peine 2 kg. Et vous avez alors derrière en noir, un peu difficile à vous montrer, le câble de recharge pour le charger sur une prise industrielle, sur les systèmes de charge, les bornes publiques. Donc je ne peux pas vous montrer en dessous actuellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça c'est mentionné. Je ne crois pas qu'il y avait autre chose à dire, à part le fait que le poids du système de charge est vraiment très petit. En termes en termes de coffre, de volume de coffre que l'on peut augmenter, il nous suffit simplement par ici, avec ce petit levier, de faire baisser le siège. Donc on n'est pas sur une configuration 100% plate non plus, il y a quand même une certaine inclinaison avec les sièges à l'arrière. Bon, ça finalement c'est pas si grave non plus. Par contre, pour remettre les sièges, il faut un peu plus de force. Petit défaut que moi j'ai remarqué dans mon coffre, dans le coffre plutôt, dans le haillon, en fait, il y a un bruit de quelque chose qui roule à l'intérieur. Donc on l'entend lorsqu'on ouvre et on ferme le coffre, mais également lorsqu'on roule et qu'on prend certains virages. Bon, si vous écoutez la musique, on n'entendra rien. Alors je ne sais pas si c'est partout pareil ou c'est juste un défaut. Je vais essayer de vous le faire écouter, c'est peut-être pas aussi facile. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, donc il y a effectivement un petit bruit à l'arrière, c'est un peu dommage. En termes d'élégance, de toute façon ce véhicule il est design, il est élégant, il a un petit look sportif avec les fausses sorties d'échappement à l'arrière qui sont en fait de simples grilles, qui sont pleines, donc bien sûr c'est l'élément de mode actuellement. Moi en tout cas ça ne me dérange pas, je trouve que ça rajoute une certaine élégance, un certain dynamisme et surtout une certaine symétrie pour le coffre à l'arrière. Ensuite, en termes de matériaux qui sont utilisés, nous allons avoir ici un plastique, j'ai l'impression qu'il est légèrement moussé, mais vraiment très légèrement moussé, une finition là en aluminium, cuir, plastique moussé et plastique dur. En termes de siège, nous avons ici un mélange de type tissu
et cuir, vraiment très agréable au toucher, avec des maintiens au niveau des jambes et au niveau du dos, ce qui est vraiment bienvenu. Donc en termes d'espace, hop, si je m'assois à l'intérieur, nous avons suffisamment de place pour un voyage en tout, en étant vraiment très confortable. Donc on peut bouger nos jambes suffisamment à l'avant, à l'arrière, et puis au niveau de l'espace pour les genoux, c'est suffisant. Et surtout que nous avons par ici les enfoncements, ce qui permet, si on est encore un peu plus grand, d'avoir plus de place. En termes de tête, il reste encore quelques centimètres, donc pas de souci. Nous avons également le toit panoramique avec le toit ouvrant, et puis bien évidemment le volet ici, en cas s'il y a trop de soleil. Nous avons ici le système de climatisation à l'arrière. Alors désolé pour le contre-jour. Donc on peut régler par ici la puissance et par ce petit écran la température. On a une prise allume-cigare, mais on n'a pas de prise USB, ce qui est un peu dommage. On est plus sur ce véhicule sur une 4 places à cause du tunnel en fait de transmission ici. Pour être un cinquième, c'est vraiment une cinquième personne, c'est plus pour dépanner qu'autre chose. Et nous avons ici pour les bras, hop, le repose-bras avec le porte-gobelet. Porte-gobelet qui possède une option pour que ce soit soit réfrigéré, soit chauffé en fonction de ce que vous sélectionnez. Alors en tout cas, on est vraiment très confortablement installé là à l'arrière. Hein. C'est vraiment très bien réussi. Maintenant, si nous allons plutôt hop, à l'avant. Bien évidemment, nous avons un bruit de portière très sourd, très bien réussi. Pareil pour l'avant, alors on a le système qui laisse, hein, on ouvre par là et on ferme en appuyant par là. Et nous avons en cas de secours le petit trou pour la clé. Hop, aussi très bon son pour les portes avant. Malheureusement, les portes sont quand même assez lourdes, donc ce qui fait que parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour fermer la porte. En termes d'éléments à l'avant, nous avons pareil, plastique légèrement moussé, aluminium, cuir, plastique moussé, plastique dur, différents boutons de contrôle, système d'ouverture et de fermeture à l'intérieur et enregistrement finalement de la position du siège qui peut être donc, vous configurez votre siège, vous appuyez sur le bouton 7 et ensuite le numéro que vous voulez, 1 ou 2. Vous pouvez également enregistrer les positions de siège via les clés. Enfin, vous pouvez enregistrer la position des sièges sur une clé. Donc, vous en avez 2. Donc, pour 2 personnes, c'est parfait. Comme ça, dès que vous rentrez dans le véhicule, le siège va s'adapter à votre profil. Ensuite, vous avez ici, rien de spécial, le bouton pour la trappe à essence et pour ouvrir le coffre. Ensuite, en termes de siège à l'avant, on est sur le même design, hein, un joli tissu, un joli cuir et petite touche assez intéressante des deux côtés. Toujours côté ceinture, en fait, il y a un petit bout en alcantara. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Nous avons ici donc voilà le cuir qui permet d'avoir un bon maintien, aussi bien pour les jambes que pour le dos. Hein. Ce sont vraiment de très jolis sièges sur la finition S-Line. Moi, je les adore. Vraiment top. Ensuite, si nous rentrons, hop là, par là, nous avons donc les différents boutons, allumage des feux en tout temps là, pour éviter, apparemment, selon le manuel, c'est pour éviter certains reflets sur la route en cas de mauvais temps, anti-brouillard arrière, système d'allumage pour les feux, de quoi régler l'intensité de la lumière des boutons du cockpit, du tableau de bord, voilà, moins fort, plus fort. Nous avons ici les commodos pour les clignotants, ici pour les essuie-glaces. Nous avons les palettes au volant pour changer les vitesses. Et nous avons ici le petit bouton pour limiteur de vitesse et adaptateur de vitesse. Alors soit simple ou adaptatif si vous avez pris l'option. Ensuite, nous avons ici de quoi contrôler les quelques menus du Virtual Cockpit. Ici, de quoi gérer tout ce qui est, on va dire, plutôt voilà, le système de reconnaissance vocale, répondre au téléphone, la navigation, configuration du bouton favori et tout ce qui est finalement changement de track, de disque, de piste. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et le volume. Alors, pour le Virtual Cockpit, on va l'allumer après pour parcourir les quelques options. Nous avons aussi en termes de finition un plastique moussé par là, avec une finition en aluminium ici, du mat ici, et de l'aluminium encore par là. Donc c'est vraiment un intérieur qui est très joli, qui est très agréable à regarder.
qui est vraiment très confortable et très bien fini. Super design, je trouve, pour l'intérieur. Nous avons un écran ici, alors je crois que c'est du 8,3 à 8,6 pouces pour l'écran, qui n'est pas un tactile. On est encore sur l'ancien système avec un Audi MMI Touch avec trackpad, hein, sur celui-là. Nous avons ici les différents boutons habituels. Alors commençons peut-être les choses dans l'ordre. Donc vous avez ici, alors si je vais comme démarrer le véhicule, voilà, vous avez ici le système de contrôle qui est encore un système à l'ancienne, disons, donc on n'est pas intégré sur un touchscreen aujourd'hui, ce qui est quand même plutôt mieux en termes de sécurité routière. Donc vous avez ici de quoi gérer, hop, la température, le siège chauffant, en option siège ventilé, de quoi mettre voilà, des embuées au maximum à l'avant, à l'arrière, recyclage de l'air, on éteint la ventilation par là. Vous avez ensuite, si vous appuyez là, vous voyez quand on appuie, on a hop, différents menus qui s'affichent. Et après, bon ben voilà, quand vous sélectionnez ce que vous voulez, AC off, enfin air climatisé off, économique ou on. Vous pouvez ici gérer la puissance et au niveau du sync, soit vous dites que c'est partout pareil, à l'avant, donc à gauche, à droite et à l'arrière. Soit vous voulez quelque chose de différent à gauche, à droite et à l'arrière, soit vous voulez contrôler plutôt l'arrière uniquement. Par exemple, voilà, il y a de quoi contrôler le tout par ici. Ensuite, vous avez le choix du Drive Select, les différents modes électriques, éteindre l'ESC, donc anti-dérapage, etc. Le système de parking automatique, les radars avant, arrière et caméra, assistant de descente, et on peut également éteindre l'écran. Donc on fera après le tour de ces deux éléments principaux, vu que moi je vais me concentrer sur la partie en fait hybride de ce véhicule. Vous avez ici de quoi ranger pas grand chose en fait, parce que ça n'a pas vraiment la place de mettre un téléphone moderne, c'est trop petit. Vous pouvez toujours essayer de le mettre par là si vous voulez. On n'a pas le système de recharge sans fil, donc je suppose que si c'était le cas, on aurait eu un emplacement peut-être plus grand, ou je crois que parfois chez Audi ils le mettent plutôt par ici. Dans cet espace de rangement, la prise USB, une prise auxiliaire pour le son, un petit peu d'espace pour ranger quelque chose, les deux portes gobelets et ici la petite fente pour mettre quelque chose. On a également ici une prise USB qui je suppose devrait faire fonctionner également Android Auto et Apple CarPlay. Nous avons le petit allume-cigare, la prise 12 volts, voilà, le trackpad, la molette, bon, les différents menus de navigation, le petit levier de vitesse 100% électronique, le frein de parking, la fonction auto hold qui ici qui manque. Sur ce véhicule, c'est un peu dommage parce que c'est bien pratique en termes de confort et aussi en termes de lorsqu'il faut manœuvrer. C'est un peu dommage que ça manque, mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant, si on va plutôt se concentrer sur le Virtual Cockpit. Alors, voici comment ça se présente. Vous allez avoir, alors je vais plutôt démarrer le véhicule comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà. Vous allez avoir ici, alors tout ce qui est lié au système hybride. Donc, est-ce que vous êtes en train de charger? Est-ce que le véhicule est allumé ou non? Quelle est la puissance que vous pouvez demander, enfin la puissance que vous demandez au véhicule, d'accord? Donc vous avez ici en mode, alors est-ce que j'explique maintenant? Parce que ouais. Alors vous avez ici en mode 100% électrique. Nous, là le véhicule il démarre, on est en 100% électrique. Vous allez avoir jusqu'à, on va dire, 60% de puissance que vous pouvez demander au véhicule en mode 100% électrique. D'accord? Ici vous avez un verre qui est plein. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans cette zone, votre véhicule est en 100% électrique. Par contre, vous ne pouvez pas demander apparemment 100% de puissance uniquement en électrique, c'est-à-dire vraiment exploiter la puissance maximale du moteur électrique à 100%. J'ai l'impression que ce n'est pas possible sur ce véhicule, vu que dès que vous dépassez les 60, vous allez aller taper directement dans le moteur essence. Et ensuite le mode boost qui va être la combinaison des deux pour vous donner les 362 chevaux. Alors j'ai une théorie là-dessus, c'est que vu que ce véhicule fait quand même 2 tonnes 100, un moteur électrique de 140 chevaux pourrait s'avérer insuffisant lorsqu'il y a par exemple des dépassements en urgence ou bref une accélération forte à faire. Donc directement elle passera en moteur essence pour vous donner toute la sécurité nécessaire dans votre dépassement par exemple. Ensuite, je viens déjà, vous savez quoi, on va appuyer sur le bouton du mode électrique pour vous montrer les différents modes. Donc là on va être en mode utiliser la charge de la batterie, donc on est en mode hybride, le véritable mode hybride de ce véhicule. Vous avez ici le mode, on est venu en vert assuré maintenant. Cela veut dire que le véhicule va privilégier
le moteur électrique, mais en cas de besoin, si vous sollicitez trop le véhicule, il va faire intervenir le mode essence, voilà, pour éviter de trop consommer la batterie. Donc ça, c'est un mode hybride plus ou moins standard si on devait comparer aux autres véhicules hybrides d'autres marques. Après, vous allez être en mode, voilà, en mode essence par ici, et puis encore une fois le mode boost de ce côté-là. Finalement, ça ne change pas. Maintenant, nous allons nous mettre en mode, avec le drive, avec le mode, le bouton EV, on va se mettre en mode battery hold. Ici, comme vous voyez, encore une fois, on a changé. Vous avez une plus petite partie qui est disponible en mode électrique, d'accord? À partir de 25%, vous allez taper directement dans le moteur essence. Donc là, vous avez ici, encore une fois, un 25% en mode hybride. Tout le reste, c'est du mode essence. Alors, le mode maintien de charge n'est finalement pas un mode réellement maintien de charge, parce que surtout si vous roulez en ville avec le mode maintien de charge, vous allez de toute façon décharger votre batterie, vu que vous allez quand même circuler de temps en temps avec le mode en mode électrique. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui s'en plaignent et au final, c'est normal. Si on voit que c'est fait de cette manière-là, on voit que effectivement vous allez perdre de la batterie. Alors, il faut savoir que si on devait faire une différence entre le mode hybride et le mode maintien de charge, en fait, c'est comme si pour le mode hybride, vous pouvez aller encore plus souvent en mode électrique, mais en mode maintien de charge, vous serez un peu moins souvent en mode électrique. En fait, c'est plutôt une question de seuil et de puissance que vous demandez au véhicule. Donc ça, c'est important de le savoir. Il ne faut pas vraiment s'étonner. Je pense que c'est fait de cette manière. Pas aussi pour conserver une certaine consommation assez basse en termes d'essence. Mais vous allez quand même consommer de l'électricité alors que vous ne voudriez pas dépenser de l'électricité en fait. Ensuite, il y a également un autre mode qui sera le mode, alors soit le mode dynamique avec le Drive Select, ou si on met la boîte de vitesse en mode sport. Voilà, hop, on va se mettre en mode sport. Comme vous voyez ici, ça a changé. Vous allez passer, en fait, principalement, vous allez être, vous voyez, à partir, dès que vous allez accélérer, vous serez en mode essence. Dès que au final vous allez dans le mode boost, par contre le moteur électrique va être là pour vous donner toute la pleine puissance. Donc c'est quand même très différent des anciennes Audi A3 e-tron par exemple, où on a un véritable mode sport sur ce véhicule, d'accord, un mode sport qui va jouer sur la boîte de vitesse et qui va également jouer sur le système hybride, de toute façon ça c'est tout à fait normal. Il n'y avait pas de vrai mode sport sur les anciennes, ça changeait rien sur la boîte de vitesse. Voilà. Ça, c'est pour la partie explication hybride. Ensuite, alors, je vais me remettre en mode 100%, hop là, électrique. Voilà. Maintenant, j'aimerais plutôt, bon là, le moteur, il est toujours en train finalement de se préchauffer parce que je viens de le démarrer. Il ne va pas s'éteindre. Ouais, maintenant il s'est éteint. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez de spécial encore? Vous avez le Virtual Cockpit qui existe en deux modes de vue. Ici, on est dans le mode un peu principal où vous avez justement la puissance que vous demandez. Cette partie ici, elle est configurable. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez les tours minutes et le rapport engagé, ou plutôt la configuration de la boîte de vitesse que vous avez. E, M, S, neutre et R pour la marche arrière. Vous avez ici différents menus qu'on va parcourir et puis bien évidemment l'affichage de la vitesse, aussi bien sur le compteur qu'en numérique. Alors, si je descends par ici, nous allons avoir l'autonomie. Alors, lorsque j'ai complètement chargé la voiture, on était à 39 km d'autonomie. Non, pardon, on était même en 49, pardon, c'est parce que excusez-moi, je vais éteindre le chauffage. Ce que je voulais vous expliquer après, c'est que finalement l'affichage, il est automatique. Il est dynamique plutôt en fonction de qu'est-ce que vous demandez du véhicule, siège chauffant, climatisation, chauffage, etc. Ça va influer directement sur l'affichage ici, ce qui est également nouveau, ce qui est très bienvenu. Donc lorsqu'elle était complètement chargée, elle était à 49 km, donc on est au-dessus du cycle WLTP, mais forcément en fonction de comment est-ce qu'on conduit, des conditions atmosphériques, donc de température, ça va affecter la distance réelle que vous pourrez parcourir. Ensuite, vous avez la consommation ici moyenne et la consommation en temps réel avec les barres pour l'essence et pour le moteur électrique. Ensuite, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, les aides au conducteur avec le lane assist sur le côté, et pour ceux qui ont le
le régulateur de vitesse adaptatif, l'affichage de la voiture devant vous lorsqu'elle la détecte. Ici, vous pourrez également afficher ce qu'on verra en faisant un petit tour. Vous pouvez afficher également les prédictions, alors je sais pas si ça s'appelle comme ça, les prédictions de la voiture en termes d'assistance. C'est l'assistant d'efficience qui va vous dire, ben, vous allez lâcher la pédale d'accélérateur, on va passer en mode roue libre par exemple, parce qu'il y a une intersection, parce qu'il y a un rond-point, parce qu'il y a une voiture devant vous, etc. Donc ça fait un peu des prédictions en fonction de différents critères. Les prédictions, elles sont faites en fonction de ce que voit la caméra et des informations contenues dans le GPS. Donc ça veut dire tout ce qui est limitation de vitesse, ce qui est pente éventuellement, et ce qui est obstacle devant vous, tel qu'un rond-point par exemple. Voilà comment ça fonctionne pour les prédictions, on verra après dans l'autre écran. Et vous avez l'affichage des panneaux de signalisation lorsqu'on va rouler. Ensuite, vous pouvez, alors si on change par ici avec le petit menu à droite, vous pouvez toucher l'affichage complémentaire. L'affichage complémentaire et l'affichage qui se trouve à gauche ici, vous pouvez mettre aucun affichage, consommation électrique, de carburant, vitesse moyenne, durée du trajet, distance parcourue et la date. Voilà ce que vous pouvez faire avec le petit bouton donc de droite sur l'écran. Vous pouvez également changer le cadran de gauche. Est-ce que c'est un affichage combiné, un indicateur de puissance ou un compte-tours? Voilà ce que vous pouvez avoir. Alors ça par contre c'est plutôt, je crois, pour le mode de l'autre écran en fait, de l'autre vue. Voilà. Donc ça c'est la vue principale. Ensuite vous avez, en appuyant sur le bouton View, vous aurez un autre menu, voilà, qui est celui-ci, qui reprend l'élément que vous allez avoir configuré à gauche. Là il se trouve ici, alors que dans l'autre vue il se trouvait en plein milieu. Vous n'avez pas l'affichage des tours minutes. Vous saurez que votre moteur essence est allumé parce que vous aurez une petite icône d'un moteur essence, d'un moteur thermique qui s'allume, qui s'affichera ici, uniquement dans cette vue-là. Après, vous avez voilà, les différents menus qui sont en fait pareils que l'autre. C'est simplement un affichage qui change, la température, le mode de fonctionnement du véhicule, autonomie de la batterie en termes de barres, hein, disons. Voilà, et vous avez ici le lane assist, voilà, donc l'affichage qui change un tout petit peu différemment. Donc, la quantité de batterie que vous avez, la quantité d'essence que vous avez. Et voilà, je crois que c'est tout pour la vue du Virtual Cockpit. Il n'y a pas grand chose au final là-dessus. Ensuite, vous avez en mode, pour le Drive Select, vous avez différents modes. Vous avez l'off-road, l'efficiency, le comfort, l'auto, le dynamique et l'individuel. En individuel, vous pouvez configurer juste moteur, boîte et direction. Donc au final, le but ici, c'est de pouvoir changer l'efficience de votre véhicule pour tout ce qui est passage des rapports. Éventuellement, je pense que c'est surtout ça que ça va influencer. Mais également, cela va influencer... attendez, j'allume ça. Ça va également influencer le mode de climatisation. Donc en mode, si je vous montre, en mode efficient, vous aurez le mode AC Eco qui vient automatiquement. Si vous faites le mode confort, vous aurez le mode AC On qui s'allume, etc. Ce qui est un peu dommage, c'est que lorsque vous voulez par exemple tout le temps avoir la climatisation d'éteinte, si vous changez le Drive Select en Efficiency ou si vous appuyez de nouveau sur le confort, et bien en fait ça va de nouveau remettre la clim alors qu'en fait vous n'avez pas envie de la clim. Ça c'est un peu ennuyant je trouve. Ensuite, alors ça c'était pour la partie Drive Select. Voilà ce que vous avez. Ensuite vous allez avoir... aussi en fait finalement dans le menu Drive Select, vous allez avoir l'affichage de comment est-ce que la capacité de la batterie, est-ce que vous êtes en train de rouler en électrique, en moteur essence, est-ce que vous êtes en train de régénérer de la batterie, etc. Tout ça vous le voyez également ici. La dernière chose que je voulais vous montrer qui est liée finalement au système électrique du véhicule, alors je me trompe toujours, alors vous avez l'autonomie et statistique qui est donc affichée par ici. Hop, voilà. Donc vous pouvez par exemple voir que si j'éteins la climatisation et le chauffage, le siège chauffant, on peut avoir 8 km de plus. Donc ça c'est un peu l'assistant d'autonomie, disons, c'est plutôt pas mal. Donc si j'éteins la climatisation, hop, il va nous éteindre un élément et vous dire voilà, on a 45 km d'autonomie maintenant. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir mis ça. Vous avez également par ici les statistiques du mode e-tron, donc moteur électrique, moteur à combustion, quelle est la proportion finalement des moteurs que vous utilisez. Ensuite vous avez spécifiquement les aides à la conduite. Il y en a une que j'aimerais vous montrer qui est l'assistant d'efficience.
avec le mode roue libre intelligent. Donc le mode roue libre intelligent vous permet finalement, permet au véhicule de vous dire en fonction des conditions, et lâchez la pédale d'accélérateur, on va pouvoir vous mettre en mode roue libre, ou vous passez en mode récupération d'énergie au freinage. Alors le mode de récupération d'énergie au freinage sur ce véhicule, il est géré de manière dynamique ou autonome, ou automatique avec le mode avec l'assistant d'efficience. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez configurer manuellement. Donc en fonction des conditions de circulation, donc de la voiture devant vous, de la pente, des limitations de vitesse ou des obstacles devant vous tels qu'un rond-point, vous allez avoir le véhicule qui passera en mode soit roue libre lorsque vous lâchez la pédale d'accélérateur, soit en mode récupération d'énergie au freinage. Alors c'est un mode de récupération d'énergie qui est vraiment très faible. La voiture va freiner un peu, pas complètement, et ne permettra pas de vous arrêter complètement. Donc attention, parce que sinon vous pouvez faire un accident. La voiture ne s'arrêtera pas pour éviter de foncer dans le chou de la voiture devant vous. Donc ça, il faut donc le maintenir en tête. Vous avez les recommandations prédictives où justement elle va vous dire, voilà, enlever la pédale, enlever le pied de la pédale. Il faut savoir que c'est uniquement à titre informatif, ça n'a pas d'effet réel sur la voiture. Les recommandations prédictives, c'est juste pour vous informer de quelque chose, ça ne va pas affecter la conduite du véhicule. Ensuite, vous avez la réponse de la pédale de conduite avec l'assistant d'efficience qui vous permet en fait d'avoir un retour haptique sur la pédale. Donc la pédale d'accélérateur, elle va vous faire un petit retour comme ça, clac, clac, une fois, pour vous dire, voilà, enlevez le pied de l'accélérateur pour qu'on améliore votre efficience avec le mode roue libre ou le mode de récupération d'énergie. Et vous avez également une dernière chose, alors je ne sais pas si c'est le point du démarrage du moteur, je ne sais plus si c'est ça que ça s'appelle. Si vous êtes en mode 100% électrique comme vous voyez ici, en fait, il y a un élément, un point de blocage, je crois que ça s'appelle, sur la pédale d'accélérateur, qui va vous empêcher, lorsque vous appuyez, on va dire, sur la pédale, pas vraiment à fond, mais si vous appuyez dessus, elle va vous bloquer à ce niveau-là. Et si vous voulez, donc c'est un blocage physique de la pédale, vous ne pouvez pas aller plus loin, mais bon, bien sûr, si vous forcez un tout petit peu plus, vous allez pouvoir dépasser ce blocage et vous aurez le moteur essence qui va s'allumer. Donc en fait, vous ne pouvez pas appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur en mode 100% électrique. Elle va passer à ça. Et bien sûr, ce niveau que vous voyez ici, il s'adapte en fonction de la capacité de la batterie. Donc lorsque vous aurez peut-être plus beaucoup de batterie, ça va descendre. Et forcément, lorsque vous appuierez sur la pédale, potentiellement, vous aurez un point de blocage qui est qui est déjà plus rapidement atteint, disons. Voilà, bon, de toute façon, point de blocage qu'on peut contourner en appuyant juste légèrement plus fort. Donc, voilà un petit peu pour tous les points, on va dire, de ce véhicule, pour tout ce qui est hybride. Alors, quelques points négatifs que j'aimerais quand même mentionner, parce que je pense que c'est important que je vous le mentionne. C'est des choses que moi j'ai remarqué, qui ne va pas affecter la puissance, qui n'a pas affecté finalement tout le monde de la même manière. Alors j'ai pris note, parce qu'il y a quand même quelques-uns. Alors tout d'abord, il y a la lourdeur des portes. Les portières sont lourdes, parfois il faut aussi reprendre plusieurs fois pour fermer. Bon, c'est comme ça. Il y a le bruit dans le coffre que j'ai essayé de vous faire entendre. Il y a également un bruit de portière qui est surtout à l'avant gauche et avant droite, où en fait lorsqu'on prend des bosses par exemple, lorsqu'il y a des petits mouvements, on va dire, de torsion du véhicule, il y a des bruits assez sourds de la porte en fait. C'est comme aux extrémités. Je ne peux pas recréer le bruit moi-même, c'est vraiment en roulant qu'on va l'entendre. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir ça. Il y a également l'écran qui fait un bruit en arrière-plan, donc vous l'entendez si vous êtes en mode électrique, puis que le moteur est allumé, l'écran est allumé, il y a un grésillement à l'arrière, et ce grésillement en fait il augmente à chaque fois qu'on bouge en fait. Alors je sais pas si vous pouvez entendre, je vais essayer de rapprocher la caméra, désolé pour la vue. Bref, il faut être un peu sensible pour l'entendre, mais voilà, il y a ce petit bruit. Il y a également un petit bruit pour le levier de vitesse que j'ai remarqué, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, attendez. Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si c'est normal, si c'est voulu, si c'est pour avertir l'utilisateur qu'on est en train de toucher au levier. Ça, je ne sais pas trop. Ensuite, nous avons le mode efficient et confort qui influe sur la clim. Alors c'est bien, mais si on la veut qu'elle soit tout le temps désactivée, au final, c'est pas possible. Le mode battery hold qui ne maintient pas finalement la batterie. Il n'y a pas vraiment de puissance 100% électrique non plus, ça c'est ce que je vous ai expliqué
avant, sûrement pour des raisons de sécurité. Et ensuite, nous avons, alors, moi j'ai deux choses embêtantes, c'est que j'ai un volant qui n'est pas vraiment aligné. Peut-être qu'on fera un essai plus tard routier et puis je pourrais vous le montrer. Moi j'ai l'impression que lorsque le volant est aligné devant moi, comme ici, la voiture elle part légèrement à droite. Donc je dois mettre le volant légèrement à gauche pour que le véhicule reste droit. Donc à recontrôler, mais hier quand j'ai roulé, enfin à plusieurs reprises, j'ai remarqué ça. Ensuite, nous avons la dernière chose qui est un peu plus embêtante, c'est en termes de confort. En fait, le confort de la Q5 est quasiment à toute épreuve, disons, c'est un véhicule qui est extrêmement confortable, mais en mode hybride, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui existait déjà sur la 3 e-tron. Lorsque vous êtes en première, un feu rouge par exemple, et que vous accélérez, vous allez accélérer en mode électrique par défaut. Mais si vous appuyez un peu trop fort, vous allez ou même pas forcément trop fort, hein, au final ça dépend du mode. Est-ce que vous êtes en mode maintien de charge, mode hybride, lorsque vous allez accélérer, et ben en fait vous allez sentir un à-coup lorsque le moteur essence va, on va dire, comme quand il va s'allumer et s'intégrer à la boîte de vitesse, façon de parler, il y a un à-coup. Parfois il y a un à-coup qui peut être un peu fort, ou parfois un à-coup qui est plutôt doux, mais qui vous donne une sensation, vous savez, comme d'accélération, mais désagréable, comme quand vous passez une vitesse vous-même manuellement. Alors c'est très bizarre. C'est le seul point qui tue le confort de ce véhicule lorsqu'on est en première, mais sinon à part ça, le véhicule est juste vraiment super à conduire. Je vous recommande de faire un essai vous-même si vous êtes intéressé. C'est une voiture que vous ne regretterez pas. Donc voilà, je pense qu'on se reverra donc prochainement pour faire un essai routier et puis peut-être quelques 0 à 100 avec les différents modes pour voir un petit peu les performances du véhicule. Voilà, à tout à l'heure, salut!